Salut à toi, ami cinéphile. Je suis sûr que si tu as cliqué sur ce lien, c'est que tout comme moi, tu es certainement fan de cinéma. Moi, je suis photographe dans la vie, et c'est vrai que c'est ma passion du 7e art qui m'a amené quelque part à faire ce métier, d'avoir mangé énormément de films quand j'étais jeune, adolescent, dans ma vie d'adulte, de façon parfois différente, en salle évidemment, en VHS, en DVD, en Blu-ray, et maintenant pas mal avec les services de streaming. C'est vrai que le cinéma a eu une évolution très importante, notamment sur les derniers mois, avec la crise sanitaire. On consomme le cinéma beaucoup plus à la maison, différemment. Le choix est pluriel, il y a énormément de suites, de reboots, de remakes. On s'y perd un petit peu, et quelque part, il y a une vraie question qui finit par se poser. Le cinéma, est-ce que c'était mieux avant? Voilà une question que je me suis imposée en me disant, tiens, si je faisais un classement, voir finalement comment ça a évolué, si c'est vrai que je me sens souvent déçu ces dernières années, est-ce qu'on peut porter un regard différent sur les films qui ont maintenant 20, 30, 40 ans? Et j'ai fait pour cela deux top 20 sur deux doubles décennies. Les 20 meilleurs films, pour moi, tout ça évidemment est subjectif, allant de 1980 jusqu'à 2000. Pas forcément un seul par année, hein. C'est vraiment les 20 meilleurs films à mon goût. Puis, on va les comparer avec 20 films évidemment, de 2000 à 2020. Les dates sont propices pour faire ce double classement. Et on va faire comme dans un match de boxe, on va confronter un film à un autre, on va attribuer des points, remonter tout doucement jusqu'en haut, voir qui est le grand vainqueur, les meilleurs films, et faire bien sûr le total et répondre à cette question qui, je sais, vous taraude d'ores et déjà, le cinéma. C'était mieux avant ou pas? Ouh, ça y est, je vous sens frissonner d'impatience, les amis. On va voir ensemble 40 films sur 40 années. Rendez-vous le travail colossal et surtout cette difficulté dégrainée pour arriver à deux classements. Forcément, j'ai dû faire plein d'impasses, plein d'oublis. Mais toujours est-il que je vous propose de monter avec moi dans ma fusée direction le top de tous ces films avec, tout doucement pour commencer, la 20e position, un duel un peu atypique, puisque je retrouve sur le combat de boxe, sur le ring, deux dessins animés. J'aurais pu vous proposer des films issus de Ghibli, du studio Miyazaki, mais là, ce sera bien de Disney Pixar qui vont s'affronter. Ici, les années 80 sont représentées par le Roi Lion. De l'autre côté, les années 2000 vont défendre leur couleur avec Toy Story 3. Le Roi Lion, c'est une histoire inventée pour Disney, ce qui était assez nouveau pour l'époque, ils faisaient beaucoup d'adaptations. C'était un score monstrueux au box-office. C'est du pif en allant chercher Elton John, qui nous composera nombre de musiques qu'on adore chanter, notamment celui du générique, même si on comprend évidemment rien du tout. Hakuna Matata, Timon et Pumba. Ah, c'est excellent. Voilà, mais en face, on a Toy Story 3. Une galerie de personnages, Buzz, Woody, et puis surtout cette faculté qu'a eu Pixar au long de 4 films, à apporter des valeurs que sont l'amitié, le partage, l'amour, la fidélité, qui sont vraiment apportées avec beaucoup de justesse, de finesse. Toy Story 3, c'est drôle, mais c'est également aussi très attachant. Et c'est pour ça que ce film va aller vers l'infini et au-delà. J'aurais voulu être roi, mais tu ne le seras pas. Le point va direction les années 2000. Vous avez compris maintenant le principe de cette vidéo, on va remonter progressivement et on se trouve à la 19e place avec deux films, évidemment. Un issu des années 80, c'est Danse avec les loups, 2 et avec Kevin Costner. De l'autre côté, Le Prestige de Christopher Nolan. Deux salles, deux ambiances. Tout d'abord, un western magnifique. Moi, je suis assez fan de ce Sergio Leone, du western spaghetti, mais celui-ci a une forme de poésie, une approche différente de ce sujet, qui est d'ailleurs très profonde, magnifiquement filmée. Là, on est vraiment sur du John Ford avec une mise en scène ample, les personnages bien trempés. C'est du Costner dans le texte, récompensé de multiples fois aux Oscars. Magnifique. Je conseille de le voir d'ailleurs dans une version longue de 4 heures, qui est époustouflant. De l'autre côté, Le Prestige, qui malheureusement, je pense, n'a pas eu le succès qu'il mérite. On a quand même du Christian Bale, du Scarlett Johansson, du Hugh Jackman. Très beau casting. Nolan arrive encore une fois ici à jouer subtilement sur les différentes temporalités, sur un scénario assez minutieux pour nous embarquer. Il y a un côté magique dans ce film que j'aime beaucoup revoir, plus que ce film pharaonique qui, c'est vrai, a une durée quelque part un peu fastidieuse.
Le point, vous l'aurez compris, va pour les années 2000. Déjà 2 heures les amis. On va voir si les années 2000 font le break sur le prochain duel. Pétaradant, époustouflant, hit d'un côté, Mad Max Fury Road de l'autre. Val Kilmer, Robert De Niro, Natalie Portman, Al Pacino, Tom Sizemore dans un film parfaitement maîtrisé par le maître du polar urbain, alias Michael Mann. Si vous avez un bon cinéma, franchement, vos voisins auront envie de déménager. Il y a une scène dantesque sur le milieu du film. Bon, je ne spoil pas trop, hein, c'est aussi le but de cette vidéo, c'est donner envie, sans trop vous donner d'éléments, pour pas évidemment atténuer le plaisir futur de voir ces films. Et en face, une dinguerie absolue, signé Miller, avec Tom Hardy et Charlize Theron. Des plans à couper le souffle, c'est incroyable comment ils ont fait ce film. Et donc on a deux entités qui vont envoyer du lourd dans votre home cinéma, des films qu'on a envie de revoir encore et encore. Cette fois-ci, je vais quand même aller direction les années 80 pour deux noms, Pacino, De Niro. Quoi dire d'autre? Quand vous aurez fini cette vidéo, vous comprendrez certainement les amis que je suis quand même beaucoup plus branché cinéma de genre, notamment cinéma américain, mais je ne rechigne pas à regarder des films français, notamment des comédies, avec notamment Monsieur comme Albert Dupontel, dont je suis très fan et que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui a cette noirceur qu'on va retrouver dans C'est arrivé près de chez vous. Challenger des années 80. Face à lui, un mec qui a bu de la potion magique, Monsieur Alain Chabat avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. On a un travail d'écriture, une noirceur assumée, de l'humour au cordeau avec un nombre de scènes cultes incalculable. Monsieur Poulvord, c'est un récital, bravo pour ce petit bijou qui va vous amuser, mais bien sûr à permettre devant tous les regards. Hein. En face de lui, le poids lourd du box-office, casting dément, sens de la rythmique et de la vanne, avec ce tempo à l'américaine et des gags toutes les 3 secondes. Franchement, Mission Cléopâtre, c'est très réussi, même si ce n'est pas qu'une question de moyens. Tu me vois? Tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. Là, tu me vois, tu me vois plus. Tu me vois, tu me vois plus. Vous me revoyez et le point va à Hamsterixm. Les années 80 sont dans les cordes, les amis. Hein. Alors, voyons voir si le prochain prétendant va remonter le niveau. Dans les années 80, je vous propose Un jour sans fin. Harold Ramis, Bill Murray, totalement irrésistible. Ça, c'est du très lourd, drôle, attendrissant. Ça c'est du très lourd, drôle, attendrissant. Harold Ramis, Bill Murray, Harold Ramis. Dans les années 80, je vous propose Un jour sans fin. Et surtout, qui a beaucoup mieux vieilli à mon sens que Ghostbusters SOS Fantôme, qui aurait pu avoir sa place dans le classement bien évidemment, mais j'ai préféré retenir celui-ci. Je le pose à Vanilla Sky. Cameron Crowe, avec bien sûr dans le rôle titre, Cameron Diaz, Penelope Cruz et Tom Cruise. Celui-ci est vraiment très bon. Tom Cruise a une carrière exceptionnelle, c'est pas le film dont on retient le plus de façon évidente, mais celui-ci je l'aime particulièrement, notamment aussi pour sa musique, sa BO est exceptionnelle. Cependant, je garde à l'esprit quand même que c'est un remake d'un film espagnol, et donc c'est pour ça que le point va direction les années 80. La terreur va occuper le ring durant ce prochain duel avec, bon, en même temps il a fait que des chefs-d'œuvre, mais celui-ci est évidemment marquant. Stanley Kubrick nous offre Shining. En face de lui, Night Shyamalan et son Signe. Le match paraît déséquilibré, notamment avec l'hôtel Overlook, Jack Nicholson halluciné et hallucinant. Bon, c'est vrai qu'il a pris beaucoup de liberté sur le roman de Stephen King, mais franchement, nombre d'images marquantes dans ce film qui encore aujourd'hui nous dresse l'échine. En face de lui, un challenger que j'ai envie de défendre tout de même. C'est largement pour moi le meilleur film de Shyamalan, avec Mel Gibson, Joaquin Phoenix. Et cette propension à arriver par petites doses, à créer déjà un scénario assez subtil et malin, à apporter des doses de peur dans différents styles. Et sa musique, parfaitement choisie, va vraiment, tout au long du long métrage, nous amener dans une position où on va trembler de façon intense à de nombreuses reprises. Alors le point, il va chez qui? Bah évidemment, comment enlever ce point au maître de cinéma?
Et c'est à coup de hache que j'accorde ce point aux années 80. On remonte dans ce classement les amis, et les deux générations s'échangent coup pour coup, sont dans les cordes. Pour l'instant c'est un match très serré. Je vous propose cette fois-ci d'opposer Trainspotting à Drive. Danny Boyle, avec bien sûr Ewan McGregor. C'est une collaboration vraiment fructueuse, avec de nombreux films ensemble, celui-ci étant pour moi le plus emblématique. Film culte pour une génération, avec une BO quasi inégalée. Ce que j'aime particulièrement dans ce long-métrage, c'est cette subtilité dans l'approche, c'est autant drôle que dramatique. Il y a un savant dosage entre les deux qui est vraiment très bien maîtrisé. De l'autre côté, Drive, qui a pour lui l'avantage d'être filmé au cordeau. Un sens du rythme et du plan, notamment avec sa musique aussi, absolument maîtrisé. Ryan Gosling face à Ewan McGregor, j'arrive pas vraiment à me décider, donc pour la première fois dans ce combat de haute volée, ce sera un match nul. Numéro 12 les amis, on continue à remonter, on approche de ce fameux top 10. Ça devient intéressant, et cette fois-ci, les yeux dans les yeux, il y aura un duel entre The Big Lebowski et Her. D'un côté, les frères Cohen, qui ont un cinéma pléthorique. Ils ont eu beaucoup de très très bons films. Ceci pour moi est vraiment la quintessence de leur cinéma, avec cet humour au 5e degré. Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi, Jeff Bridges. Casting de dingue avec du bowling, un tapis, une histoire assez dingue. Vraiment, c'est du très très bon. Ensuite, on a Her. Spike Jonze arrive avec beaucoup de douceur à nous offrir une comédie romantique pour un des plus beaux rôles de Joaquin Phoenix, tout en pudeur, tout en retenue. Comment on peut tomber amoureux d'une intelligence artificielle? Voilà peut-être la comédie romantique du prochain millénaire. Je l'apprécie beaucoup, et le point, forcément, va pour The Dude. 11e place les amis, et entrée en scène du réalisateur qui a marqué ma jeunesse de cinéphile, alias Tonton Spielberg, avec son mastodonte Jurassic Park. Face à lui, le T-Rex regarde direction Whiplash, signé Damien Chazelle. Jurassic Park, c'est le savoir-faire de Spielberg, réussir à nous terroriser en offrant tout de même un grand spectacle destiné à toute la famille. L'utilisation d'effets spéciaux novateurs, et ceux beaucoup plus old school, c'est le grand spectacle par excellence. En face de lui, un sens du tempo et de la rythmique infaillible. Moi je suis assez mélomane, et l'utilisation de la musique dans ce film est vraiment inégalée. J.K. Simon, prestation dingue. Voilà un match délicat. Et je vais vous surprendre, moi qui suis fan bien sûr de Tonton Steven, le point va aller à celui qui nous a offert La La Land pour ce chef-d'œuvre méconnu, Whiplash. Quel combat les amis! Même si souvent, le vrai combat est intérieur. Il faut savoir se battre contre soi-même. Ça va être le cas sur le prochain duel de David contre Fincher et de Fincher contre David, puisque s'opposent Seven et The Social Network. D'un côté, le polar qui a tué le polar. On n'a jamais fait mieux depuis. Brad Pitt, Morgan Freeman et Kevin Spacey. Ambiance poissarde, maîtrise parfaite et fin complètement géniale. Face à lui, le film d'une époque, Mark Zuckerberg et Facebook égratignés avec des dialogues ciselés à la perfection. On a vraiment un duel de très haute volée. Cependant, le point va aller à celui qui m'a donné un coup de poing dans l'estomac quand je l'ai vu à l'époque. Il va gagner d'une courte tête, j'ai envie de dire. Ce sera Seven. Pam, 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 pam. Musique solennelle, les amis. On rentre du côté obscur. Là, c'est le top du top. La crème sur le café, le Gotha, le haut du panier, le top 10 de ces doubles décennies. On va commencer avec des bonnes mandales dans sa gueule, avec Léon et The Raid numéro 2. Jean Reno, acteur fétiche de Luc Besson, qui improvise presque ce tournage de ce polar
pourtant emblématique des années 90, avec la révélation de Nathalie Portman, le fou déjanté Gary Oldman, et un putain de bon film, soyons clairs, notamment dans sa version longue, où la relation entre Léon et Mathilda est beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus subtile. Face à lui, de la rotule en miettes, des crânes pulvérisés, des hectolitres de sang. J'ai rarement vu un film de baston aussi maîtrisé. On pense même que certains coups sont passés pour de vrai, d'ailleurs c'est ce qui a été dit sur le tournage, ça se mettait de la mandale à tour de bras durant toute la journée. Franchement, c'est peut-être le meilleur film d'action des 10 dernières années. C'est oufissime. Ah là là, le choix est compliqué forcément. Mais j'ai une tendresse pour la plante verte. Donc le point va chez Léon. 9e marche les amis, les places commencent à être chères, on fait justement table rase pour laisser rentrer le champion du box-office, celui qui s'appelle lui-même le roi du monde, alias James Cameron. Puisque là, il va être opposé d'un côté avec Terminator 2 et l'autre avec Avatar. Bien sûr, on aurait pu mettre dans tout ça un certain Titanic. Terminator 2, c'est pour moi un des plus grands films de cette époque. D'ailleurs, il se revoit encore très bien de nos jours. Maîtrise de l'action absolue, personnage emblématique. Ma fille s'appelle Sarah, c'est pas pour rien. En face, un film qui a révolutionné le cinéma. À son époque, ça a été vraiment une claque monumentale, notamment dans sa vision en 3D. Je sais qu'on lui reproche des fois son scénario un petit peu simpliste, mais après tout, la volonté de défendre l'écologie n'est pas si idiote que ça, bien au contraire. Cependant, T2 les amis, le T1000, hasta la vista les navis. Ouh les gars, le prochain combat, il sent sous les aisselles, hein. Ça sent la testostérone, à force de combat en jupette avec son épée. On va retrouver dans la baston Braveheart et Gladiator. Le premier, c'est William Wallace, personnage emblématique, porté au Panthéon par Mel Gibson, habité en tant qu'acteur et aussi qu'interprète. Des scènes profondément émouvantes. Ça, c'est un film vraiment que j'affectionne particulièrement, notamment son final, qui me fait pleurer à chaudes larmes à chaque visionnage. De l'autre côté, Gladiator. Encore une fois, là, des scènes emblématiques, un Russell Crowe vraiment sublimé au top de sa carrière, parfaitement dirigé par Ridley Scott. C'est vraiment un gros poids lourd. Ce serait même sympa de les voir combattre en vrai tous les deux, voir qui sortirait vainqueur. Moi, perso, j'arrive pas à les départager, donc ce que je vais faire, je vais leur donner un point chacun. Bon, là, franchement, on arrive à la 7e position. Il n'y aura plus que du très sérieux candidat. Les années 80, ce sera le 3e et dernier volume d'une saga d'aventure signée Spielberg, parce qu'il n'y a pas eu de 4e film, ce film n'existe pas pour moi en tout cas. Indiana Jones et la dernière croisade, opposé à Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Le premier, c'est ce qui se fait mieux en termes d'aventure. Bon, j'aurais pu donner le premier. Le deuxième se tient également très bien. Mais là, on a quand même Sean Connery et surtout un dosage idéal entre action, comédie, punchline de la mort. C'est pour moi la régalade du début à la fin. Face à lui, un film dur, un film compliqué, mais un film maîtrisé et surtout glaçant par son propos et la réussite de sa mise en scène. La musique est oufissime. Cleet Mansell fait vraiment une partition qui va donner tout son sens à la notion de perdition que ressentent les personnages. Deux très grands films, mais bon, bien sûr, comment ne pas donner le Saint Graal à Indy et son père. Oh là, on n'a que du poids lourd, on a des uppercuts, des crochets, forcément le niveau est très élevé, puisqu'en 6e position, on retrouve une palme d'or avec Pulp Fiction, qui va être confronté à un film que je vais sortir, même si je vais quand même garder l'entièreté de la trilogie
tant les trois films sont indissociables. La planète des singes. On a là peut-être ce qui se fait de mieux chez Tarantino, même si sa filmographie est jalonnée de films qui sont presque tous cultes, autant les uns que les autres. Celui-ci est celui qu'on met souvent le plus en avant, tant son casting est démesuré, son nombre de scènes qu'on connaît tous par cœur, eh bien, sont innombrables. Voilà, Pulp Fiction, c'est savoureux, c'est un film de cinéphile pour cinéphile. Je l'oppose à une trilogie de science-fiction sur lequel je n'avais pas misé beaucoup au départ, mais qui franchement m'a subjugué par la qualité déjà des effets spéciaux, puisqu'on est vraiment sur une notion de réalisme assez bluffante, mais aussi la façon dont l'intrigue, l'évolution des personnages et le questionnement sur nous en tant qu'êtres humains et sur notre volonté toujours exacerbée d'être le plus fort, que ce soit contre les animaux, la planète, la nature et tout ça. Celui-ci, franchement, m'a imposé le respect. Et c'est pour ça que peut-être déjouant les pronostics, rendons à César ce qui est à César et donnons le point aux années 2000. Ça fait déjà un paquet de bons films qu'on vient de se remémorer, les amis, mais c'est pas fini, on n'est qu'en 5e position, où là il y a encore un duel de costaud qui s'annonce avec John McClane opposé à James Bond. Derrière 3, Une journée en enfer va être opposé à Skyfall. John McClane, c'est un de mes personnages préférés, j'aurais pu retenir bien sûr Piège de cristal, mais là celui-ci est pour moi le plus fameux mélange entre punchline, phrase de la mort qui tue, explosion, rythme effréné. Voilà. Bon, ça nous manque un petit Hans Gruber, mais franchement, d'ailleurs 3, voilà, c'est quand j'ai fait mon voyage à New York, je revoyais certains plans, certains passages du film que j'ai forcément revu et kiffé voir en vrai. Là, face à lui, on a ce qui est certainement pour moi le meilleur 007, réalisé par Sam Mendes. Pourtant, le choix de Daniel Craig, au début, ne m'avait pas forcément enthousiasmé, mais celui-ci est l'étalage du savoir-faire de ce metteur en scène de talent. Et c'est aussi un vrai cadeau aux fans de James Bond, avec des scènes vraiment musclées, mais aussi des passages beaucoup plus en finesse. On prend son temps et on fait un vrai cadeau aux fans de cette saga. Franchement, c'est tellement compliqué de choisir entre les deux que là, encore une fois, je vais faire un partout, la balle au centre. Voilà, là on a vraiment déjà fait un tour d'horizon de films qui me tiennent à cœur, forcément. C'est pour ça que ça me fait plaisir de les partager avec vous. Évidemment, on va toucher l'affectif avec la trilogie et surtout le premier volet que j'ai tellement regardé, Retour à le futur. Merci, monsieur Robert Zemeckis, de nous avoir offert Marty McFly et le Doc Brown. Nom de Zeus, Marty, on est opposé à Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Atchoum à vos souhaits. L'excellent film de monsieur Gondry. Là, est-il besoin de vous présenter Les Voyages dans le temps, La DeLorean, Il Valais, Biff Tannen? Forcément, c'est du tout bon. Tout le monde aime ce film. Mais j'ai envie justement de mettre le doigt sur un long métrage qui n'a pas l'aura, la renommée qu'il mérite. Celui-ci est signé Gondry, je vous le disais. On y retrouve quand même Mark Ruffalo, Elijah Wood, mais surtout Jim Carrey, qui est mon acteur préféré, qui est là tout le temps retenu. C'est certainement le rôle où il est le plus sobre. Pourtant, c'est son côté comique que j'affectionne le plus. Mais le film est d'une candeur et d'une justesse, notamment dans sa mise en scène très ingénieuse, comme toujours dans son cinéma. Chez Gondry, on a toujours l'envie de amener les choses subtilement, avec une certaine magie, le plaisir du savoir-faire, de l'artisanat. Ben justement, j'ai envie, et c'est peut-être une hérésie, peut-être quand je reverrai cette vidéo dans quelques mois, d'apporter mon soutien à ce film. Ça sera une victoire pour Eternal Sunshine. Ben les gens, franchement, hein,
Vous imaginez comme dans ma tête, c'est la guerre pour essayer de déterminer un vainqueur à chaque fois. Déjà que de faire la liste c'était compliqué, mais de dire qui gagne au point dans ces combats de si haut niveau, c'est une vraie déchirure. Et alors encore une fois, bon voilà, forcément on part avec un a priori, puisque moi je suis plutôt fan de science-fiction plus que d'heroic fantasy. Donc le match entre Star Wars et bien sûr le Seigneur des Anneaux, quelque part mon cœur balance ce côté Lucas. Mais on va quand même prendre le temps d'analyser ce que sont ces deux films, c'est-à-dire l'Empire contre-attaque et le Retour du Roi. Le premier nommé, c'est surtout une fin exceptionnelle. C'est une scène d'amour entre Leia et Han Solo, je t'aime, je sais, qui reste pour moi au Panthéon. C'est une scène sur haute d'entrée qui, rien que d'y penser, me donne encore des frissons. C'est, pour moi, évidemment, de très loin, le meilleur Star Wars. Voilà, c'est Yoda, c'est tout, c'est la force est avec ce film. Mais en face de lui, mon précieux, le troisième et dernier opus de cette saga portée par Peter Jackson. Bon, le matériel de Tolkien à la base est déjà dantesque. Il réussit à en tirer une trilogie qui d'ailleurs sera magnifiquement récompensée aux Oscars à de nombreuses reprises sur ce troisième volet. Aragorn, Gandalf, toute la clique, c'est exceptionnel de bout en bout. Mais le petit bémol, c'est pour moi justement la fin qui a tendance à être un petit peu à rallonge. Comment sortir un vainqueur? Dark Vador, le Mordor. Vous en conviendrez que c'est quasiment impossible. Et là, encore une fois, je vais sombrer du côté obscur et faire un match nul. 10-12. Qu'est-ce que c'est tendu! Plus que 2 petits points à attribuer. Ce qui veut dire que les années 2000 n'ont plus le droit à l'erreur, les amis. Le moment est venu de sortir le bas de signal et de proposer la noirceur d'un Dark Knight, opposer la candeur d'un Forrest Gump. Robert Zemeckis à son top, offrant le plus grand rôle de Tom Hanks de cette carrière pourtant qu'on a compté un paquet. C'est pour moi ce que fait peut-être le cinéma américain de mieux. Le Hollywood comme on l'imagine. Une saga, une tendresse faite parfois peut-être de bons sentiments, de choses qu'on sait qui sont exagérées, mais qui nous emportent littéralement. C'est un de mes chouchous. D'ailleurs, c'est le premier film que j'ai payé 2 fois pour aller voir au cinéma. La BO est dingue. Ça me fait pleurer à chaque fois. Forrest Gump, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust. Mais je suis obligé de contrebalancer ça face à un très grand film, la pierre angulaire de la trilogie de Christopher Nolan. Moi, je suis plus team DC. Je préfère les films adultes par rapport au popcorn qu'est Marvel. Et là, je suis servi car, face à un Christian Bale un peu en retrait, on a la quintessence du pur méchant, Heath Ledger, habité littéralement dans son interprétation sombre et folle du Joker. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je le place aussi haut dans ce classement. Chaque apparition est parfaitement agencée et va faire planer son nom sur tout le long métrage. C'est délicat d'aller faire un choix sur ces 2 longs métrages. C'est pas facile, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On sait jamais qu'on va décider de faire gagner avant même les premiers de chaque classement une team, celle des années 80. Puisque c'est encore une fois un match nul et qu'on se retrouve à 13-11. Victoire des années 80, mais quand même, voyons voir bien sûr quels sont pour moi les 2 plus grands films de ces 2 doubles décennies. Et voilà, on sait donc que les années 2000 sont au tapis les amis, mais est-ce vraiment une victoire par KO? Pas évident. Avant de faire cette vidéo, j'avais pourtant un a priori. Je me disais que les années 80 contenaient certainement plus de films cultes, de films emblématiques, mais finalement, vous voyez que le match a été serré jusqu'au bout. C'est vrai d'ailleurs que le cinéma, on le consomme différemment. Les années 80, on regardait un film en salle, on attendait des mois, des semaines pour le revoir chez nous. Aujourd'hui, c'est 10-15 films qui sortent par semaine, à peine 3 mois pour les voir à la télé,
et du blockbuster en voiture, en voilà. Donc il n'y a plus une forme d'impatience, il y a un côté surconsommation. Et justement, cette surconsommation va être au cœur des deux films que je mets tout en haut des classements. Le capitalisme, ses outrances, le retour à la nature, c'est des choses qui me parlent fortement. C'est pour ça que je donne beaucoup de valeur à Fight Club et Into the Wild. Ils sont opposés, mais pas tant que ça sur le fond, puisqu'on parle de mercantilisme, de quête personnelle, de se retrouver face à la nature et face à ses propres idées ou ses propres choix. Tyler Durden, porté par Brad Pitt en état de grâce, est justement là pour nous mettre face à nos contradictions et face au consumérisme qui est souvent notre mode de vie. Fincher réussit là le tour de force d'offrir déjà un brûlot anticapitaliste, mais aussi de nous faire réfléchir sur plein de sujets avec une maîtrise de la mise en scène qui est absolue. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a quasiment aucun défaut. C'est mon film préféré, tout bêtement. Donc forcément, je vais le défendre mordicus, mais quand même, Into the Wild est un film magnifiquement photographié par Sean Penn. Emile Hirsch y est très très bon. Une quête personnelle, une quête humaine, bouleversante à différents points de vue. On a vraiment en plus deux BO de très bonne facture, les Dust Brothers et de Eddie Weber. C'est deux très 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 grands films. Si vous ne les avez pas vus, forcément vous savez ce que vous faites ce soir ou demain. Vous me regardez ça illico presto. Si je devais donner un point, je donnerais forcément un Fight Club, mais ce n'est plus nécessaire, on connaît déjà le vainqueur. En tout cas, vous aurez compris que le cinéma a évolué, mais finalement continue de nous surprendre. C'est surtout ça pour moi, la valeur d'un film, c'est son scénario, la qualité de sa mise en scène bien sûr, l'interprétation, mais c'est cette faculté à nous émouvoir, à procurer des émotions. Et j'espère que les années 2020-2040 continueront d'être surprenantes. Le cinéma va forcément évoluer encore sur des horizons peut-être qu'on ne connaît encore même pas. Moi, toujours est-il, j'ai été vraiment ravi de partager ce moment avec vous, peut-être de vous donner envie de donner un coup d'œil sur les 40 longs-métrages qu'on a évoqués ensemble. Forcément, il y a des absents, forcément, vous ne serez pas d'accord. Ça, il faut me le dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre les films que vous pensez ou c'est une hérésie qu'ils soient absents. Toujours est-il que les amis, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Vive le cinéma. Hasta la vista.